pour essayer de voir dans quelle mesure cela pourrait contribuer à améliorer le sauvetage judiciaire des entreprises. Ce n'est qu'une esquisse de solution et cette esquisse de solution nous porte sur trois points. Dans un premier temps, nous estimons qu'il est nécessaire pour garantir le succès du sauvetage judiciaire des entreprises, d'assurer une vulgarisation, mais une meilleure vulgarisation des procédures collectives. Il faut renforcer les compétences des organes judiciaires et enfin renforcer les capacités opérationnelles des tribunaux de commerce. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourrait donc véritablement aider ces tribunaux de commerce qui fonctionnent dans des conditions difficiles et qui sont caractérisés par des dysfonctionnements, de pouvoir jouer au mieux leur rôle, de pouvoir mieux mettre en œuvre les procédures collectives. Au titre de la vulgarisation des procédures collectives, il faut véritablement sensibiliser les opérateurs économiques, vulgariser les procédures collectives à l'attention de ces opérateurs économiques-là qui sont les premiers concernés. C'est au profit de ces opérateurs économiques que les procédures collectives sont créées. Ce sont les premiers bénéficiaires de ces procédures collectives et il est impératif que ces opérateurs économiques soient sensibilisés, qu'ils connaissent l'existence de ces procédures collectives, qu'on leur explique de manière vraiment terre à terre et simple, qu'ils comprennent qu'il existe dans l'espace OHADA des outils, mais performants, des outils efficaces qui pourraient vraiment les aider à mieux à anticiper sur les difficultés qu'elles connaissent, mais surtout à faire face à ces difficultés lorsqu'elles naissent et de pouvoir éviter, dans la mesure du possible, de fermer boutique. Cette vulgarisation s'adresse aussi aux organes judiciaires parce qu'ils ne sont pas mieux informés et mieux formés que ça. La majorité des tribunaux de commerce fonctionnent, comme je l'ai dit, avec des magistrats qui ne sont pas spécialisés dans les procédures collectives. Et donc, il faut aussi envisager de sensibiliser, de vulgariser les procédures collectives à l'attention également des organes judiciaires, des mandataires judiciaires, mais aussi des auxiliaires de justice parce que la pratique, sinon, le constat a montré également que eux aussi ne maîtrisent pas tous les procédures collectives et eux aussi doivent aller à l'école des procédures collectives. Il faut donc une vulgarisation, mais complète pour une action d'envergure, pour des résultats plus probants, allant dans le sens donc du sauvetage des entreprises. Deuxième piste de solution, il faut renforcer les compétences des organes judiciaires. Il faut vraiment penser à la spécialisation des juridictions qui sont appelées à connaître ces procédures collectives-là. Parce que nous l'avons dit, ce sont des procédures complexes qui appellent des compétences pointues. Et il est donc nécessaire pour une mise en œuvre adéquate de ces procédures collectives que ceux qui sont appelés à les mettre en œuvre aient des compétences requises, aient des compétences adéquates pour pouvoir donc mieux les gérer. La bonne administration des procédures collectives, la qualité des décisions qui sont rendues dans le domaine des procédures collectives dépendent donc de la formation, de la spécialité, du renforcement des capacités des organes judiciaires et vous conviendrez avec moi, une gestion efficace des procédures collectives passe nécessairement par le respect des délais, le suivi rigoureux des activités des mandataires judiciaires et la célérité dans le traitement des dossiers et l'appréhension des litiges. La spécialisation des juridictions donc appelée à connaître des procédures collectives, de notre point de vue, est donc nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faut aussi, en outre, renforcer les capacités structurelles des tribunaux de commerce et œuvrer au développement donc des stratégies innovantes et au partage des bonnes pratiques. Et nous estimons que dans l'espace OHADA, il existe des institutions qui pourraient aider à impulser cette dynamique. Je pense donc à l'école supérieure, à l'école régionale supérieure de la magistrature, à la Cour commune de justice et d'arbitrage, dont les expertises peuvent aider, mais véritablement à renforcer les compétences des magistrats, à renforcer les compétences de ces tribunaux de commerce pour les aider, mais à véritablement jouer le rôle, à mieux mettre en œuvre, à mieux appréhender les actes uniformes et à mieux les mettre en œuvre. Pour finir, il faut le partage des bonnes pratiques. Le partage des bonnes pratiques peut donc s'avérer une bonne solution et permettre d'impulser une dynamique
allant dans le sens d'une action d'envergure et concertée en faveur du sauvetage des entreprises dans l'espace OHADA. Cela, d'ailleurs, serait conforme à l'esprit de solidarité et aux valeurs communautaires que diffuse l'OHADA. Et à ce niveau, je crois qu'il existe déjà des avancées majeures parce que le fait que dans la plupart des États membres de l'espace OHADA, les procédures collectives relèvent des juridictions spécialisées, relèvent des tribunaux de commerce. Pour moi, c'est déjà une avancée majeure. Il reste donc à renforcer les capacités structurelles ou opérationnelles de ces tribunaux de commerce pour accroître leur efficacité et enrayer les dysfonctionnements qui les caractérisent. Et là-dessus, l'expérience montre qu'un tribunal de commerce qui est mieux outillé, mieux organisé, un président de tribunal de commerce, un juge commissaire qui est bien informé, bien formé sur les procédures collectives, cela est un gage donc de succès pour les procédures collectives et au-delà pour assurer le sauvetage de l'entreprise. Nous terminerons, cela nous conduit donc à la conclusion de cette présentation qui, je vous l'ai dit, n'a pas l'ambition d'être exhaustive. On ne peut pas, dans le cadre d'une présentation d'une heure, avoir l'ambition de traiter de tous les éléments, de tous les outils qui sont créés par l'OHADA pour assurer le sauvetage des entreprises. Ce serait vraiment une œuvre utopique. C'est la raison pour laquelle nous avons donc recentré notre présentation sur les procédures collectives qui, jusqu'à preuve du contraire, sont des outils par excellence mis en place pour assurer la sauvegarde et le sauvetage des entreprises. Ceci pour dire que cette présentation n'est que perfectible, elle n'est pas parfaite, elle s'est voulue donc descriptive de la situation des tribunaux de commerce et cela nous a permis de voir dans quelle mesure, quels sont les leviers qu'il faut activer pour aider, sinon pour amener ces tribunaux de commerce à jouer convenablement le rôle, à pouvoir mettre en œuvre de façon adéquate ces procédures collectives qui désormais visent davantage la sauvegarde, sinon le sauvetage des entreprises que le paiement, sinon le désintéressement des créanciers. Pour finir, nous estimons donc en conclusion générale, cher Stéphane, qu'à la faveur donc de la réforme des procédures collectives, l'on peut affirmer en définitive, sans risque de se tromper, que le dispositif juridique aujourd'hui dans l'espace OHADA est suffisamment performant pour garantir le succès judiciaire du sauvetage des entreprises. La plupart des tares juridiques qui limitaient donc jadis les chances de redressement judiciaire ou de sauvetage des entreprises, de notre point de vue, ont été en grande partie corrigées grâce donc à la réforme de 2015 qui a entraîné donc une réglementation des mandataires, du statut des mandataires judiciaires parce que ce sont les mandataires judiciaires qui sont le plus souvent épinglés, qui sont le plus souvent regardés comme étant la cause des échecs des procédures collectives. Et donc, cette réforme a permis de corriger cet art, de réglementer leur statut et d'accroître également le rôle des organes judiciaires qui sont donc au centre du dispositif de protection, de sauvegarde et de sauvetage des entreprises. Quoi que l'on dise, les procédures collectives étant des procédures judiciaires, le juge, les tribunaux de commerce ont donc un rôle majeur à jouer pour donc impulser une dynamique qui puisse permettre d'assurer le sauvetage des entreprises. Donc, nous pouvons en déduire, en fin de compte, que si la réforme de 2015 est convenablement mise en œuvre, cela pourrait être un levier important pour le sauvetage de l'entreprise, des entreprises dans l'espace OHADA. Hélas, comme nous l'avons dit, des facteurs endogènes liés au fonctionnement des tribunaux de commerce continuent d'entraver donc la bonne application des procédures collectives et de jouer en défaveur du sauvetage de l'entreprise. Toutefois, nous estimons qu'il faut demeurer réaliste, savoir raison garder, parce que même dans les pays les plus avancés, Stéphane, vous conviendrez avec nous et peut-être l'expérience française que vous connaissez ou de l'expérience belge que vous connaissez mieux pourrait vous permettre de peut-être corroborer ces propos, quel que soit, même dans les pays les plus avancés, les procédures collectives. La maîtrise technique des procédures collectives n'est pas si évidente comme on pourrait s'y attendre. Convenons donc enfin avec le professeur Sawadogo Filiga Michel qu'il s'agit d'une discipline complexe qui nécessite du temps, des moyens et des prérequis. Les procédures collectives, il faut l'admettre, ne sont donc pas faciles à mettre en œuvre. C'est un processus, un mûrissement. Elles doivent donc être disséminées progressivement dans les tribunaux
de commerce à tous les échelons, régional, local et central. En clair, nous pensons de notre point de vue, à notre humble avis, que le processus peut sembler ambitieux pour le moment pour les pays de l'espace OHADA, dominés par le secteur informel et où les juridictions commerciales sont dans la plupart, ou du moins pour la plupart d'entre elles, encore à un stade embryonnaire, ne fonctionnent pas, mais de façon optimale. Mais déjà, cher Stéphane, l'essentiel, c'est d'impulser la démarche. Et le cadre juridique issu de la réforme de 2015 s'y prête totalement. Il suffit d'un peu de patience, car la patience du temps, Stéphane, est une grande vertu. Sur cette note de patience et d'espérance que nous mettons donc un terme à cette présentation qui, une fois encore, je le répète, n'est pas exhaustive, n'a pas l'ambition de faire une présentation exhaustive ou n'a pas la présomption de faire un état des lieux complet de tous les actes uniformes, de tous les outils qui sont créés pour contribuer au sauvetage des entreprises. Le droit WADA, vous le maîtrisez mieux que moi, Stéphane, est un droit qui est au service de l'entreprise. C'est un droit dont le fondement même, c'est de servir l'intégration économique, de servir la croissance des États membres. Et donc, c'est un droit qui place l'entreprise au cœur de son projet. Donc, attendons avec un peu de patience de voir ce que cela pourrait donner. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Je remercie tous les participants qui nous suivent en ce moment et j'espère qu'ils seront indulgents pour toutes les imperfections qu'ils auront à relever dans cette présentation qui, je l'ai dit, découle de mon expérience, de ma lecture en tant que juge au tribunal de commerce, de ma petite expérience vis-à-vis donc de cette matière qui est complexe et que, honnêtement, je n'ai pas ici la présomption d'avoir fait un cours magistral, une présentation magistrale, une leçon magistrale sur cette matière très vaste. Merci une fois encore, Stéphane, et je suis à vous. Merci beaucoup, Narcisse, et surtout pour cette conclusion pleine d'optimisme et de sagesse. Comme tu le disais, tout cela est une législation et des procédures qui sont récentes dans les pays de la zone OHADA. Et comme on dit ici en France, on n'a pas fait Paris en un jour. Donc, on ne fera pas un droit OHADA purement efficient en quelques années non plus. Il faut le temps que tout cela se mette en place, que tout cela rentre dans les pratiques courantes, dans les mentalités également. Et là, ça rejoint ce que l'écueil dont tu parlais tout à l'heure, du manque peut-être de vulgarisation et de diffusion de ces procédures auprès des acteurs économiques, mais à la fois auprès des professionnels du droit, hein, qu'ils soient magistrats, avocats, auxiliaires, huissiers, etc. Hein, toutes ces professions sont confrontés à ces problématiques et la diffusion, et je peux l'affirmer, ayant été parfois dans des villes secondaires de certains pays de la zone OHADA où le droit OHADA arrive péniblement jusque dans les endroits les plus reculés. Hein, donc, encore une fois, tout ça ne peut pas se régler en un claquement de doigts et c'est le temps et il faut laisser le temps au temps, comme on dit tout simplement. Alors, j'ai relevé quelques petites choses qui sont particulièrement positives aussi d'ailleurs. C'est notamment l'importance des usages que tu as évoqués tout à l'heure. Eh bien oui, ce n'est pas parce que le droit est uniformisé dans 17 États que l'importance des usages disparaît. Hein, et donc, les spécificités locales restent et à mon sens, il est important qu'elles restent. Donc ça, c'est quelque chose d'important à avoir à l'esprit. Un droit uniformisé n'implique pas une uniformisation de l'ensemble des pratiques et des usages, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose de particulièrement
important. Et un mot qui revient systématiquement lorsque l'on parle de procédure collective, mais c'est la prévention. Hein, l'idée, c'est bien de sauver des entreprises et par conséquent de faire de la prévention pour éviter la catastrophe. Alors, en intelligence économique, on parlera un peu moins de prévention, mais plutôt d'anticipation, mais c'est exactement la même chose. L'idée est de protéger les entreprises en anticipant les éventuelles difficultés. Et pour anticiper ces éventuelles difficultés, eh bien, il existe des procédures collectives, il existe des tribunaux de commerce, il existe différentes possibilités pour l'entreprise pour éviter ou au moins anticiper les éventuelles difficultés. Donc ça, on voit bien là le parallèle entre les pratiques d'intelligence économique et je dirais les pratiques d'intelligence juridique. Hein, il s'agit bien, et ça rejoint à nouveau cette problématique de l'appropriation du droit et de ses procédures. On dit en intelligence économique que l'on doit connaître et maîtriser son environnement. Eh bien, une entreprise qui ne connaît pas les procédures et qui ne sait pas à qui s'adresser, eh bien, c'est peut-être une pratique d'intelligence économique qui pourrait lui permettre de connaître son environnement, de le maîtriser et donc d'aller directement frapper à la bonne porte et donc de faire de l'anticipation encore une fois. Une autre chose que j'ai relevée, c'est que toutes ces procédures, conciliation, règlement préventif, redressement judiciaire et également les procédures simplifiées, eh bien, il s'agit bien là d'un droit qui est adapté aux réalités locales et surtout, au-delà d'être adapté, qui est moderne. Hein, on dit toujours que le droit au HADA est un droit moderne, mais c'est vrai. Hein, on a et tu évoquais une disposition du droit français qui date de Colbert. Dans l'espace OHADA, on a un acte uniforme de 2015. Hein, on est quand même sur quelque chose dont on ne peut pas nier le caractère moderne. Et ça, je pense qu'il faut aussi le souligner parce que je crois que c'est une force. Un dernier point qui m'interpelle particulièrement, c'est lorsque tu évoques le fait que moins de 5% des sociétés déposent leurs comptes ou leur bilan. Ça, c'est quand même quelque chose qui, à mon sens, est assez inquiétant parce que le RCCM permet, en tout cas si toutes les entreprises déposaient leurs comptes, d'aller vérifier la santé financière de ses partenaires et donc d'établir un lien de confiance entre entreprises. Or, si ces comptes ne sont pas à disposition, eh bien, ce lien de confiance ne peut pas s'établir et donc l'activité économique, généralement, n'a pas lieu, tout simplement. Donc là, c'est quelque chose qui est important et notamment, j'insiste sur le mot confiance parce que l'accès au crédit, c'est bien une question de confiance. L'accès à une procédure, comment dire, une saisie d'office, eh bien, s'il n'y a pas ce lien de confiance préalable, cette saisie n'est tout simplement pas possible. Et je terminerai sur une réalité que tu as soulignée à plusieurs reprises, c'est la part du secteur informel dans l'économie des pays de la zone OHADA. Eh bien, les acteurs de ce secteur informel ne doivent pas être laissés pour compte et sont aussi des acteurs économiques, mais ils n'évoluent pas forcément dans le même cadre juridique, en tout cas, ce qui les rend beaucoup plus vulnérables. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument aussi avoir à l'esprit. On ne peut pas faire une grande croix sur ces acteurs économiques qui font partie des réalités d'une grande partie des populations, alors pas qu'africaines, hein, on a le même phénomène en Asie, on a le même phénomène en Amérique, et je dirais qu'on a aussi une part d'économie informelle
en Europe et dans les pays occidentaux, même si statistiquement on la montre beaucoup moins, mais cette part d'informel existe aussi. Hein. Toutes ces activités ne doivent pas être effacées du tableau, hein, tout simplement, mais également être prises en compte. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors, je m'arrête là. J'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure sur les saisies d'office, mais je pense qu'il a été plus ou moins répondu dans la suite de l'exposé. Mais éventuellement, Narcisse, si tu as quelques éclairages supplémentaires sur cette saisie d'office. Oui, effectivement, cette saisine d'office est une possibilité qui est donc offerte aux tribunaux, aux juges qui officient au sein des tribunaux de commerce, de pouvoir, lorsque les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies, de pouvoir se saisir d'office et donc de pouvoir impulser donc la démarche en vue de l'ouverture de cette procédure-là. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire, il est important pour que les entreprises déposent leurs états financiers. Cela permet aux juges, puisque ces états sont déposés auprès du greffe du registre du commerce qui est donc rattaché au tribunal de commerce, cela permet aux magistrats de regarder rapidement, lorsqu'une situation se présente, de voir est-ce que cette entreprise est en situation, quelle est la situation de l'entreprise, et de pouvoir éventuellement se saisir d'office et par anticiper déjà sur la difficulté. Donc, c'est effectivement une possibilité qui existe, qui est reconnue aux juridictions commerciales. Cette même possibilité est également reconnue au ministère public. Dans l'acte uniforme originel, le ministère public se contentait, lorsqu'elle a des informations, pourra permettre au juge d'ouvrir, de saisir d'office. Le ministère public transmettait donc les éléments en sa possession au juge commercial. Avec la réforme, le ministère public a un pouvoir de saisine directe. Le ministère public pouvait saisir directement le tribunal de commerce et demander d'ouvrir une procédure collective concernant telle ou telle entreprise dont la situation nécessite ou bien exige l'ouverture d'une procédure collective. C'est en cela d'ailleurs que le nouvel acte uniforme est venu donc renforcer, accroître le rôle du juge dans la mise en œuvre des procédures collectives, en reconnaissant d'une part le pouvoir de saisine d'office au juge, donc au président du tribunal, au juge commissaire, lorsqu'ils ont connaissance de la situation financière de l'entreprise, lorsque les conditions d'ouverture sont réunies, de pouvoir donc engager la procédure. Mais cette procédure est limitée simplement au règlement préventif, au redressement judiciaire et à la liquidation, mais pas à la conciliation, parce que l'initiative impose, s'agissant de la conciliation, est laissée aux débiteurs, parce qu'on n'est pas encore à un niveau de difficulté inquiétant, et donc l'initiative est beaucoup plus laissée aux débiteurs. C'est la raison pour laquelle la saisine d'office n'est pas prise en compte par ce pouvoir de saisine d'office. C'est juste la précision que je souhaite apporter. Merci beaucoup. Alors, en tout cas, les questions doivent être posées par écrit et je n'en vois pas d'autres, mais il est encore temps, si quelqu'un en a une à poser, nous la prendrons bien entendu. Je voudrais éventuellement revenir sur quelque chose dans les pistes de solutions. Tu évoques le partage de bonnes pratiques. Effectivement, j'ai l'impression que ce partage de bonnes pratiques, en tout cas entre magistrats des différents États membres, n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce que rien n'est mis en place pour que ces échanges puissent avoir lieu. Alors, je tends un peu la perche à mon ami Lukman Konaté. Pourquoi ne pas organiser un webinaire avec des représentants de tribunaux de commerce de différents États membres dans les semaines ou mois à venir? C'est peut-être quelque chose qui pourrait se faire, et si on peut apporter notre pierre à l'édifice de cette façon, je pense qu'on le fera avec grand plaisir. Voilà, s'il n'y a plus de questions, alors je vérifie. Hein, non, visiblement, il n'y a plus de questions. Mais écoute, il me reste, Narcisse, à te remercier
chaleureusement parce que non seulement je suis moi ravi de te revoir, même si c'est par écran interposé, mais j'aurais préféré te voir en réel, certes, et me rappeler aux bons souvenirs de nos rencontres passées, mais ce n'est que partie remise, et évidemment. Un grand merci pour ces éclairages et cet exposé, je dirais, très, très clair et fluide qui permet à tout un chacun, puisque je dirais j'allais dire nos spectateurs, en quelque sorte, ne sont pas forcément des spécialistes ni des juristes. Hein, et je pense que tout un chacun a pu trouver à s'enrichir par ce que tu nous as exposé. Donc, on se doit de te remercier pour cela. Alors, il reste quand même une, une question, mais la petite discrétion, une entreprise peut être soumise aux procédures collectives. Non, une entreprise insolvable peut-elle être soumise aux procédures collectives? Narcisse, tu auras le mot de la fin sur cette petite question. Alors, la question me semble un peu vague. Quoi qu'il en soit, tout ce que je sais, avec le nouvel acte uniforme, il y a un large éventail permettant donc de prendre en compte toutes les situations ayant trait aux difficultés des entreprises. Quel que soit le degré de difficulté de l'entreprise, que nous soyons au stade où l'entreprise n'est pas encore en situation de paiement ou que l'entreprise soit déjà en situation de paiement, je crois que les 4 procédures permettent suffisamment de prendre en compte toutes les situations et de pouvoir donc administrer la thérapie qui va avec la situation exacte de chaque entreprise. Donc, l'insolvabilité de l'entreprise, je ne sais pas, c'est à quel niveau? Est-ce que c'est à l'égard d'un créancier? C'est à l'égard de plusieurs créanciers? Est-ce que donc, à ce niveau, il sera difficile la question n'est pas suffisamment précise, mais je sais que le dispositif existant est donc assez englobant pour tenir compte de toutes les situations des entreprises et de pouvoir donc efficacement aider, prendre en charge et soit prévenir, soit traiter les difficultés que connaissent les entreprises. Pour terminer, honnêtement, cher Stéphane, c'est moi qui vous remercie. Je suis tout à fait honoré d'être parmi vous ce soir et c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur que j'ai fait cette présentation. Et je tenais une fois encore à formuler mes vifs remerciements à l'Institut africain de la recherche, de la réflexion stratégique, à toi-même Stéphane, et je suis autant ravi de te revoir et d'avoir été en ta compagnie, j'ai eu l'honneur, si tu me permets, de co-animer cette conférence avec toi. Je remercie en même temps Konaté, qui est donc celui qui fait tout dans l'ombre pour permettre donc d'avoir ce débat. Merci vraiment à Konaté pour tout ce qu'il fait. Merci aux organisateurs de ce débat africain de l'intelligence économique. Merci à tous ceux qui ont contribué et c'est avec beaucoup, je reste toujours disponible et toujours avec le même plaisir que je répondrai à vos appels, à vos sollicitations toutes les fois que vous pensez que je pourrais intervenir sur tel ou tel aspect. Eh bien, en tout cas, ce sera un plaisir de t'accueillir à nouveau. Voilà, à nouveau, tous nos remerciements. Je passe le message de l'Institut. Hein, donc, le webinaire sera disponible en vidéo dès demain. Et si tu es d'accord, Narcisse, on peut diffuser ton support sur le site du débat africain ou aux participants. C'est désormais le support donc de l'Institut africain, c'est le support du débat africain. Donc, c'est désormais votre support. Vous pouvez donc en faire tous les usages auxquels vous souhaitez donc destiner ce support. Très bien. Eh bien, merci pour tous les participants et merci à tous les participants. Et on vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour
le prochain événement qui sera dédié à la cybersécurité. Donc, vous recevrez les informations par la même voie que d'habitude. Bonne soirée à tous et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Au revoir. Au revoir.